Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Nous ferons un tour dans ce journal dans les communes de Ouida et Grand Popo pour nous enquérir de la situation réelle qui prévaut avec le dragage du lac Aébé. Les populations riveraines se plaignent de l'occupation des espaces précédemment destinés à leur activité de subsistance. Mais sur le terrain, on constate un effort remarquable de l'entreprise en charge des travaux pour alléger les peines des populations. Les détails dans un instant. Dans la rubrique santé, nous parlerons de la Société béninoise de cardiologie en collaboration avec le ministère de la Santé. Les deux partenaires commémorent la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une série d'activités dont le point de presse inaugural a été organisé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumanga ce mardi. C'est une occasion pour informer sur les risques, causes et les mesures préventives de cette maladie. Nous parlerons également de la signature d'un mémorandum d'accord entre le ministère des Sports et la National Basketball Association NBA. C'est un contrat qui permet au Bénin d'améliorer la qualité de prestation des équipes de basketball et donner aux athlètes béninois de meilleures chances de briller à l'international. La cérémonie de signature s'est déroulée ce mardi en présence du ministre des Sports Oswald Homeki. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Un tour dans la commune de Ouida et Grand Popo pour s'enquérir de la situation réelle qui y prévaut avec le dragage du lac Aébé. Les populations riveraines se plaignent de l'occupation des espaces précédemment destinés à leur activité de subsistance. Mais sur le terrain, on constate un effort remarquable de l'entreprise en charge des travaux pour alléger les peines. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre un reportage signé William Cliquant. Le dragage du lac Aébé est un besoin exprimé par les populations environnantes depuis des lustres. À la décision du gouvernement béninois d'entamer la phase pilote du projet, des habitants de certaines contrées, pourtant informés au préalable, ont estimé être perturbés par les impacts des travaux. Pour raison, l'occupation d'anciens espaces constitués d'étangs piscicoles et de terres salines pour la réalisation de ce projet. Certains de ces milieux sont pourtant inappropriés aux activités qui y étaient implantées et d'autres servent désormais de sites de refoulement du sable extrait du lac, construit selon les exigences réglementaires. Ces sites sont des domaines pouvant accueillir de nombreuses infrastructures pour le développement des localités. Bien conscientes de ces avancées imminentes, les populations affectées étaient toujours réticentes dans un premier temps en raison des conséquences de ces travaux en cours sur leur quotidien. Des préoccupations que l'entreprise Chèque a érigées en priorité en trouvant d'importantes solutions. Jusqu'à 70% des ouvriers qui travaillent sur notre chantier ont été recrutés dans ces milieux. Cela aussi a augmenté, a amélioré leurs revenus. Dans les villages voisins, nous avons mis des digues, des barres d'eau pour protéger les populations contre les sédiments dragués pour que les populations ne soient pas inondées. Nous avons aussi fait des dons de riz, de maïs pour les soutenir parce qu'une partie de leur activité économique est brûlante. Et nous avons aussi mis à disposition une barque motorisée et ce n'est pas seulement, nous n'allons pas nous arrêter là, mais à l'avenir nous allons continuer à faire des dons à la population. Les riverains comprennent de plus en plus les impacts temporaires dus au dragage du lac, convaincus des retombées à long terme. Reconnaissante à l'endroit du maître d'œuvre, l'entreprise chinoise Chèque, pour les efforts, les populations entendent mieux accompagner la poursuite des travaux. Chèque a aussi pris langue avec l'ONG Cord, initiatrice d'un projet de plantation de mangroves tout au long du lac pour une meilleure reproduction des poissons dans le cours d'eau. Les emprises de la plantation sont respectées
et la construction d'un chenal d'irrigation a déjà commencé. Dans un autre registre de l'actualité nationale, ils étaient plus de 28 000 candidats à plancher ce lundi sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention du certificat de qualification au métier. Dans le département du littoral, les épreuves ont été officiellement lancées au centre Don Bosco de Cotonou, un exercice soumis à l'appréciation du préfet et du maire de Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Narcisse Alossé. Les derniers conseils de l'autorité aux candidats avant le top donné pour les épreuves de cet examen national du certificat de qualification au métier dans sa session de mai 2022. À 8 heures, les contenus des enveloppes ont été dévoilés et les candidats ont commencé par plancher devant les jurys. 28 230 artisans se sont inscrits au plan national pour participer à cet examen. Un examen à l'issue duquel un parchemin sera délivré aux plus méritants à titre de qualification professionnelle. En fait, c'est un parchemin qui prend la place des libérations en griffe dont nous parlons dans le temps avec les maîtres et maîtresses d'artisans. C'est plus officialisé avec le chef du gouvernement et c'est pourquoi nous remercions ce chef du gouvernement parce qu'avec ce parchemin, ils sont plus à l'aise à travailler dans le pays. Travailler avec une attribution de qualité. Plus d'une centaine de corps de métier sont concernés. On y a vu entre autres la vannerie, la couture hommes et dames, la coiffure hommes et dames, la plomberie, l'électricité sous toutes ses formes, tout comme la mécanique, mais aussi les revêtements. Le centre Don Bosco, théâtre de cette cérémonie de lancement officiel des épreuves dans le département du littoral, héberge des candidats de 5 corps de métier. Nous avons la couture, nous avons la coiffure, nous avons la plomberie, l'électricité et la sérigraphie. Les épreuves ont été lancées par le préfet du littoral, assisté pour la circonstance des autorités municipales de Cotonou. 2 mots caractérisent ce que nous avons fait ici aujourd'hui, la professionnalisation et la formalisation. Oui. Il y a longtemps que ces artisans sont restés dans l'informel. Aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a voulu les sortir de l'informel. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour eux tous. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. L'autorité préfectorale, elle, a insisté sur les enjeux de cet examen pour la jeunesse béninoise. Il faut qu'ils s'orientent davantage vers ces métiers techniques et professionnels et venir subir un examen. Comme je dis, nous sortons de l'informel, nous rentrons dans un cadre institutionnel et que ces métiers sont valorisés. On en a besoin, donc qu'ils se lancent massivement dans ces métiers techniques et professionnels. Donc je souhaite du courage aux enfants, qu'ils se concentrent et comme c'est un examen, je crois qu'ils vont s'en sortir. Allez, bon courage à eux et beaucoup de réussite. Dans le département du littoral, les épreuves concernent 145 corps de métier. Les 2969 candidats sont répartis dans 4 zones qui représentent les centres de composition. Pour l'obtention de ce diplôme professionnel, les épreuves durent 24 heures. La tournée d'explication du gouvernement au sujet de la cherté de la vie se poursuit dans le littoral ce lundi 16 mai. Ce sont les populations des 2e, 3e et 13e arrondissements de Cotonou qui ont reçu les ministres des Affaires sociales et de la décentralisation accompagnés d'une forte délégation de députés et d'élus municipaux. Chacun à sa façon a apporté des éclaircissements aux populations sur les causes de la flambée des prix des produits de grande consommation et les mesures prises par le gouvernement pour soulager les peines des populations. Idriss Boukari pour plus de précisions. À la maison des jeunes d'Akpakpa, Cotonou 2, le rendez-vous est pris avec la délégation gouvernementale en tournée d'explication depuis la semaine dernière. Pour mettre chacun au même niveau d'information, les populations des 2e et 3e arrondissements de Cotonou ont été entretenues sur les facteurs endogènes et exogènes ayant provoqué la cherté de la vie depuis quelques mois. Le ministre de la décentralisation, sa collègue des affaires sociales et les autres membres de la délégation ont trouvé les mots justes pour éclairer ces hommes et femmes. La crise que vivent les populations n'est pas propre au Bénin. Moi, je suis rentrée de la France hier seulement et le gazole est à plus de 2 €. Dans les magasins, il n'y a plus d'huile. Si vous devez avoir l'huile, c'est peut-être l'huile d'olive, c'est à plus de 15 €. Donc la crise est déjà très forte même en France. Avant encore de parler du Bénin. Donc c'est là qu'on mesure un peu l'ampleur de ce qui se passe. C'est une démarche très louable et c'est très important pour les populations que nous sommes.
le ministre a bien parlé. Elle a même parlé des microfinances. Que les aides qu'on porte aux artisans en envoyant des sous sur leur portable. C'est des actions inédites, c'est des actions très concrètes que nous n'avions jamais vécues au Bénin. Dans le 13e arrondissement de Cotonou, dans la même journée de ce lundi 16 mai, c'est la Maison des Jeunes d'Agla qui accueille les émissaires du président Patrice Talon. La guerre en Ukraine, la pandémie du Covid-19 et le terrorisme sont les coupables de la cherté de la vie à laquelle sont confrontées les populations. Les mesures prises par le gouvernement pour amortir le choc ont été rappelées et les actions en vue ont été annoncées. Au terme des échanges, les populations semblent bien avoir compris le message. On a noté quand même que les populations attendaient, avaient soif d'informations, avaient soif des informations venant du gouvernement lui-même pour comprendre certaines raisons. Et donc cette mission est très appréciée. On peut le constater à travers les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les populations. Et il revient également aux populations à travers les élus locaux notamment, les élus communaux, à prendre les mesures pour éviter que ces produits subventionnés, aussi bien les produits vivriers que les engrais, les intrants subventionnés, ne soient détournés ou revendus, disons, anormalement aux populations qui ne sont pas béninoises. La soif de connaître les causes de la cherté de la vie est étanchée par des explications apportées. Mais les réalités du marché restent les mêmes et il va falloir y veiller. La tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement se poursuit. La délégation conduite par Gaston Dossoui et Éléonore Yaïla-Descamps était dans les collines, précisément à Glazoué. La délégation est allée expliquer aux populations de cette localité les causes profondes de la flambée des prix de plusieurs produits sur les marchés, mais également les mesures prises par le gouvernement pour soulager les peines des populations. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. Une mission gouvernementale, elle est initiée dans le but d'expliquer et informer les populations. Sur le terrain, la délégation s'attelle à clarifier les raisons et les origines de la cherté de la vie. Dans les collines, Gaston Dossoui, accompagné de Éléonore Yaïla-Descamps et autres cadres techniques des ministères ainsi que des services déconcentrés, assurent le service. Face aux administrés du maire de Glazoué, Gilles Hundolo, les envoyés spéciaux du gouvernement ont apporté des réponses aux nombreuses questions qui taraudent les esprits. Je suis interpellé tous les jours ici par nos concitoyens qui me posent la question de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, qui me posent la question de savoir mais pourquoi les boulangers menacent d'augmenter le prix. Nous étions au marché il y a 3 semaines, le prix du maïs était à 28 000. Nous sommes allés au marché aujourd'hui, le prix du maïs est passé à 30 000. C'est encore passé à 33 000. Et brutalement, c'est redescendu encore à 26 000. Ils n'ont rien compris. Contrairement aux mauvaises langues, les émissaires ont usé des mots appropriés pour justifier la flambée des prix de plusieurs produits sur les marchés. À travers différents exposés, les invités ont compris que la cherté de la vie est due à la pandémie de la Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'insécurité entraînée par les attaques terroristes dans la sous-région. À ces mobiles s'ajoutent d'autres raisons endogènes. Dans ce contexte, l'exécutif béninois n'est pas resté impassible. Des mesures ont été prises pour soulager les peines des populations. L'État a dit, je vais toujours contenir le prix dans une fourchette soutenable. Et c'est pourquoi 510, 540, 555, 600, on a tenu longtemps 600. Et à chaque mois que vous faites le calcul et qu'on peut tenir à 600, il faut avoir mis 5 milliards. Ça va déjà plus d'1 an et demi, jusqu'au moment où le gasoil était à 800, 900 francs. Mais aujourd'hui, c'est 1020 francs le litre. Le gaz, nous ne voulons même plus que le prix monte parce que si au moins le prix du gaz était bon, on va cesser de couper le bois. L'huile, les taxes que l'État arrive à prendre sur les huiles importées, on a tout sauté. C'est un exercice très important. Et après, nous, il y aura encore d'autres étapes, chacun dans son rôle. Et nous savons que même celui qui ne va pas, qui n'est même pas allé à l'école, a une certaine logique. Lorsque vous travaillez avec logique, vous mettez à l'aise tout le monde. C'est pour cela qu'il nous a dit, allez-y.
Chers frères, chères sœurs, nous ne sommes pas les seuls qui souffrons. La souffrance est partout. De retour chez eux, chacun dans l'assistance est appelé à relayer les informations. Les séances de sensibilisation vont se poursuivre même après le passage des différentes délégations du gouvernement. Les échanges seront assurés cette fois par les autorités locales et autres élus. Parlons santé à présent. La Société béninoise de cardiologie, en collaboration avec le ministère de la Santé, commémore la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une série d'activités dans le point de presse inaugural a été organisée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumanga ce mardi. C'est une occasion pour informer sur les risques, causes et les mesures préventives de cette maladie. Reportage. L'hypertension artérielle, appelée tueur silencieux, est l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde entier. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 1,28 milliard de personnes âgées de 30 à 79 ans sont atteintes de ce mal. Dans cette tranche d'âge, les 2/3 des cas enregistrés sont plus dans les pays intermédiaires et moins développés. Au Bénin, 27% de la population âgée de plus de 50 ans est touchée. Malheureusement, la plupart des personnes souffrant d'hypertension artérielle s'ignorent. En effet, près de 70% des personnes hypertendues vivant en Afrique ne sont pas diagnostiquées. Parmi ceux dont le diagnostic est posé, plus de 70% ne sont pas traités. Et parmi ceux qui sont traités, plus de 70% ne sont pas bien traités. Et cette situation, qui peut être décrite comme un drame, est due à la méconnaissance de la maladie par la population et même certains agents de santé. Selon les spécialistes de santé, cette maladie présente dans l'organisme humain multiplie les risques de paralysie, d'insuffisance cardiaque et rénale. Par ailleurs, elle conduit à la dialyse et il est ici recommandé aux patients des précautions. Le volet préventif s'adresse à tout le monde, que l'on soit hypertendu ou non. À ceux qui ne sont pas hypertendus, il faudra appliquer ces moyens-là pour ne pas devenir hypertendus. Et chez les patients qui ont une hypertension artérielle, il faudra prendre des médicaments. Mais ces médicaments ne se prennent que sur ordonnance médicale et ce traitement-là est à vie. 4 grandes activités marquent l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle au Bénin. Une sensibilisation, un webinaire, un dépistage au profit des usagers du marché d'Antokpa et un jogging prévu pour le 29 mai prochain. Un cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono, CRCMM, existe désormais. Son assemblée générale constitutive s'est déroulée ce dimanche à Sé, dans la commune de Huyogbe. Il est présidé par El Hadj Rabiou Gerba. Les détails dans ce reportage signé Geoffroy Messin. Les musulmans du département du Mono se donnent la main ici pour désormais marcher ensemble dans la même direction et parler le même langage. Ils ont pour ce faire mis en orbite, à travers cette assemblée générale constitutive, un creuset. Le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono, CRCMM. Si nous avons eu l'idée de mettre sur pied ce cadre, c'est parce que nous avons senti qu'au niveau du Mono, sinon au niveau de la communauté musulmane du Mono, il y a problème. Or, l'islam, c'est l'amour, c'est la fraternité. Or, il n'y a pas cette fraternité au niveau de la communauté musulmane du Mono aujourd'hui. Or, ça existait. Comment ça se fait que ça disparaît? Donc, c'est la discrimination, le moi, tout ça là. Vous devez qu'on se retrouve pour réfléchir et comment faire pour améliorer et corriger même au besoin cette situation-là. Cette assemblée générale constitutive s'est déroulée dans la journée du dimanche 15 mai 2022 à Sé, dans la commune de Huyogbe.
El Hadj Rabiou Garba est le président de ce nouveau creuset. Le travail est vraiment énorme et nous avons la chance d'avoir avec nous, à côté de nous, des gens d'expérience. Nous avons pesé la tâche qui nous attend avant d'accepter, prendre. Par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Car ce qui sous-tend la mise en place de ce cadre, le diagnostic est déjà fait avant la mise en place de ce cadre. La rencontre a réuni des musulmans, imams comme simples fidèles des 6 communes du département. Elle a été une occasion de discussion à cœur ouvert. Chacun va jouer sa partition pour que l'objectif visé par le cadre soit atteint. On a décidé nous-mêmes faire des œuvres dans nos mosquées où il y a insuffisance de nattes, de bouloirs et des mosquées qui ne tiennent plus. On doit réflexionner, faire des trucs en faisant quoi? Nos cotisations, petites cotisations. Avant que quelqu'un ne te vienne en aide, il faut qu'il te voie déjà amener la charge à un niveau. Donc c'est ça, nous avons exhorté la communauté musulmane du Mono à ce qu'on se mette ensemble. Titomelo, mime bina jagodo, position et nous monosito. L'histoire de la communauté musulmane dans le département a été narrée par des anciens. La conservation et la réhabilitation des anciennes mosquées ont été soulignées. Parlons sport à présent. Le centre socio-éducatif en Nadia de Djougou a abrité l'Open international de taekwondo. Les taekwondoïstes des différents pays de la sous-région se sont retrouvés dans le centre pour rivaliser d'ardeur et d'endurance pendant 72 heures. C'est une initiative de la Ligue Taekwondo Atakora Donga soutenue par Maître Mohamed Gbadamassi et qui vise à promouvoir la pratique de cet art martial dans le septentrion. Reportage. Sur le tatami installé au centre socio-éducatif à Nadia de Djougou, des taekwondoïstes s'affrontent sans relâche. C'est la compétition du taekwondo qui a mobilisé 72 heures durant 25 clubs venus du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Nigeria et bien évidemment du Bénin pour combattre dans 4 différentes catégories retenues pour la circonstance. Initiative de la Ligue de Taekwondo Atakora Donga, soutenue par Maître Mohamed Gbadamassi, qui entend ainsi promouvoir cet art martial peu connu et peu pratiqué dans le septentrion. J'ai soutenu cet événement pour la promotion de mon art bien-aimé, le taekwondo. Je sais combien le sport est important au Bénin. C'est la raison pour laquelle nous nous battons ici à Naja pour dynamiser une académie de sport. Aussi, je souhaite sincèrement que cet Open international de la Ligue Atakora Donga de Taekwondo stimule le développement de cet art martial dans l'Atakora Donga. Devant membres du jury et arbitres aussi bien du Bénin que du Niger, les athlètes démontrent leur maîtrise des différentes techniques de coups de pied et de main, de blocage et contre-attaque avec détermination et courage. Doté d'un programme sportif ambitieux et bien structuré, la Fédération béninoise de taekwondo, avec à sa tête le docteur Gilles Victorien, ne ménage aucun effort pour accompagner les initiatives allant dans le sens de la promotion de cette discipline sportive. La Fédération béninoise de taekwondo a dans sa politique l'accompagnement de toutes les initiatives à la base visant à la promotion et au développement du taekwondo dans toutes les régions de notre pays, le Bénin. Je voudrais dire aux différents athlètes qui sont ici pour un combat et comme tout sport, le taekwondo est assez raide. Je voudrais les inviter à combattre rigoureusement en suivant ces règles.
Chaque compétiteur s'offre ici tous les avantages de décrocher le titre de champion dans sa catégorie. Sport toujours, signature d'un mémorandum d'accord ce mardi à Cotonou. C'est un contrat entre le ministère des Sports et la National Basketball Association NBA. À travers ce contrat, le Bénin entend améliorer la qualité de prestation des équipes de basketball et donner aux athlètes béninois de meilleures chances de briller à l'international. La cérémonie de signature s'est déroulée ce mardi en présence du ministre des Sports, Oswald Homeke. Les détails dans ce reportage. Paraphe et signature. Échange de documents sous les ovations du public. C'est un nouveau jour qui se lève ainsi sur le sport béninois en général et le basketball en particulier. Le présent mémorandum d'accord entre le ministère des Sports du Bénin et la prestigieuse Académie National Basketball Association, ici représentée par son directeur région Afrique, ouvre de nouveaux horizons pour la pratique de ce sport au Bénin. C'est le fruit des réformes amorcées depuis 2016 pour la professionnalisation du sport béninois et la création d'une élite sportive. West Africa has great basketball traditions, and Benin has had a great ambassador of the game in Yan Mahinmi. And we're excited about supporting the government's commitment to use the transformative power of sports, and in our case, basketball, to empower youth and deliver positive social change. Lorsque un jeune béninois ou une jeune béninoise passionnée de basket commence à jouer dans son petit village, dans un quartier de ville, le rêve le plus fou qu'il a, c'est de finir un jour à la NBA. Et donc ce que nous voulons faire, c'est donner l'opportunité désormais à tout jeune béninois, quelle que soit la ville ou le village dans lequel il est né, quelle que soit la condition de vie de sa famille, de ses parents, lui donner l'opportunité de croire en son rêve et de le réaliser. Le Bénin, je l'ai dit, sera le meilleur dans tous les sports, mais il faut se donner les moyens de l'être. Le sport a ceci de particulier que quand on se prépare, quand on se donne les moyens, quand on est discipliné, on finit toujours par obtenir les performances. Le Bénin a décidé de marcher avec les meilleurs au monde pour tutoyer les icônes internationales du sport en hissant ses athlètes sur le toit du monde. Et le ministre Oswald Homeke reste convaincu que les performances sportives des athlètes béninois ne relèvera plus du hasard, mais sera plutôt le fruit d'un travail acharné, rigoureux et méthodique pour des résultats probants et durables. Juste après la signature du mémorandum d'accord, les différentes parties se sont confiées à la presse béninoise. Occasion pour mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce partenariat. Les organisateurs ont mis un accent particulier sur l'approche genre et l'intérêt de ce contrat pour la jeunesse béninoise. Voici un extrait de déclaration recueillie au cours de la conférence de presse suivante. Un gouvernement qui a vraiment la volonté de développer le pays, c'est le meilleur moyen d'impacter les jeunes. Et dans ce cadre, ce n'est pas seulement dans le basket sur le terrain, mais aussi développer les administrateurs, développer les coachs. Parce que quand tu n'as pas de bons coachs, ça veut dire qu'ils n'auront pas les connaissances nécessaires pour vraiment éduquer les enfants. Les apprendre à jouer le basket pour pouvoir jouer au haut niveau. Ça, c'est un très bon début pour nous tous. On est vraiment heureux d'être ici, on est vraiment fiers d'être ici. Et vraiment, on voit le futur du basketball béninois sera glorieux. En ce moment même, j'attends un enfant du Bénin avec un coach qui est venu me trouver. Il m'a envoyé un message, il veut que je regarde les joueurs, les observer parce que la NBA a beaucoup d'opportunités pour les jeunes en général en Afrique. Et c'est très important pour nous qu'on continue à donner aussi des opportunités aux jeunes béninois.
So we want to see female coaches, we want to see female referees, we want to see female game officials, we want to see female administrators, and we want women and girls to pursue careers in sport, especially basketball. C'est à nous d'accompagner ce mouvement à travers ce mémorandum en ouvrant toutes les portes de tous nos contrées, de toutes nos écoles primaires, secondaires, universités et de tous les pratiquants de basketball au Bénin, qu'ils soient scolarisés ou non, ouvrir toutes ces portes-là pour que cet ingrédient nouveau, tout nouveau, qui apparaît dans l'échiquier du sport bénin, du basketball en particulier, puisse toucher tout le monde. Nous devons, à travers ceci, aujourd'hui, donner la chance à chaque Béninois, comme l'a dit le ministre, quel que soit le point où il est, qu'il soit élève, étudiant, fonctionnaire, l'essentiel c'est qu'il soit pratiquant de basketball, qu'il soit jeune, lui donner la chance de rêver. Une autre discipline sportive, la Fédération béninoise de handball qui vient de signer un partenariat avec la société Nobila Assurance. Il s'agit d'un accord pour la prise en charge des athlètes des clubs amateurs et des différentes équipes nationales. La cérémonie de signature a eu lieu ce lundi 16 mai 2022 à Cotonou. Ali Momoni pour plus de précisions. Un pas de plus dans le processus de structuration à la Fédération béninoise de handball. À l'étape actuelle de la volonté d'organisation affichée par le président Sidiko Karimou, ce sont les conditions de travail des joueurs qui connaissent désormais une nette amélioration. L'acte est ainsi joint à la parole à travers cette signature de partenariat entre la Fédération et la société Nobila Assurance. Les handballeurs savent ce que ça coûte à chaque équipe, surtout des équipes qui ont une centaine d'athlètes, c'est-à-dire en hommes, en dames, en catégorie d'âge, savent ce que ça coûte à chaque club de pouvoir assurer 100 voire 150 joueurs pour une saison. Nous avions au niveau du bureau du comité exécutif de la fédération dit que notre rôle, c'est de nous arranger pour que les clubs puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Je viens aujourd'hui remercier Nobila Assurance qui montre le premier pas en assurant toutes ces équipes. Cette assurance obtenue pour les handballeurs prend en compte tous les clubs amateurs et les différentes équipes nationales du Bénin. Le contrat s'étend sur une durée de 2 ans renouvelable pour couvrir la période du mandat du bureau exécutif en place de la Fédération béninoise de handball. Le choix de la Fédération béninoise de handball n'a pas été dû à un hasard. Vous savez comme moi que le sport contribue activement au développement d'une nation et donc le développement de la nation béninoise. Et Nobila se retrouve dans les valeurs que prône la Fédération béninoise de handball, à savoir le respect, à savoir la performance, à savoir la culture de l'excellence, l'équité, entre autres. Donc c'est pour ça que nous nous joignons à la Fédération béninoise de handball, étant donné que nous partageons ces mêmes valeurs. La signature de ce partenariat entre la Fédération béninoise de handball et la société Nobila Assurance n'est que le début de la collaboration entre les deux structures. Les démarches sont déjà en cours pour un accord avec Nobila Hotel dans les prochains jours. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.